Mesdames et messieurs, chers amis, mes frères, mes sœurs, bonsoir. Nous vous accueillons dans le Temple Groussier pour une conférence à laquelle participent nos deux conférenciers de ce soir, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, et Antoine Bristiel, directeur du département Opinion de la Fondation Jean Jaurès. Ceci sous l'invitation du grand maître du Grand Orient de France, Georges Sérignac, et en présence d'une délégation du Conseil de l'Ordre qui siège donc dans cet espace que l'on nomme l'Orient. Nous traiterons ce soir de la République. La République a besoin d'être défendue, c'est une affirmation, et peut-être aurons-nous l'occasion d'approfondir cette notion de République par rapport à la démocratie et puis de voir comment l'on peut la défendre. Je vais dans l'immédiat laisser la parole à Gilles Kounowski, qui va faire une courte présentation de chacun des deux conférenciers. Ensuite, nous aurons les interventions des conférenciers, et puis nous laisserons la parole à la salle pour poser des questions, non pas pour des interventions, nous sommes venus écouter nos conférenciers, mais pour poser des questions auxquelles répondront les deux conférenciers selon les thèmes, et ils se mettront d'accord eux-mêmes sur l'ordre des réponses à donner. Je vous remercie, donc Gilles Kounowski, conseiller de l'Ordre, qui vient faire la présentation. Merci beaucoup, grand maître, monsieur le Premier ministre, mes très chères sœurs, mes très chers frères, conseillers de l'Ordre, mesdames, messieurs. La franc-maçonnerie du Grand Orient de France et les francs-maçons ont accompagné et toujours soutenu la République française depuis sa naissance au XVIIIe siècle. Ils se sont engagés à la promouvoir ou à la défendre chaque fois qu'elle a été contestée ou mise à mal. Aujourd'hui, dans un monde empli d'incertitudes, où les réelles démocraties sont combattues par des ennemis plus nombreux et déterminés que jamais, récemment, dans ce temple, nous entendions un conférencier nous rappeler que sur 194 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, seuls 34 pouvaient être considérés comme des démocraties libérales au sens philosophique du terme. Dans ce monde empli d'incertitudes, notre République est fragilisée. Les institutions républicaines sont de plus en plus souvent l'objet de critiques, d'expressions de défiance, voire de remise en cause radicale. Le déclin régulier des participations électorales, les manifestations parfois extrêmement violentes dans l'espace public, le discrédit de la parole publique auprès d'une part croissante de l'opinion sont des expressions, hélas, tangibles. Certains discours politiques et l'attitude d'une partie des élus eux-mêmes exacerbent le climat de défiance. La désinformation ou l'information très alternative jusqu'au complotisme produite par les médias dits sociaux rend de plus en plus difficilement audible la parole institutionnelle. Et les raisonnements qui, jusqu'alors, garantissaient néanmoins un filet de sécurité républicain sont de moins en moins opérants, comme les dernières élections présidentielles et législatives l'ont montré en France. Le Front républicain, comme on l'appelait, s'est décomposé et le discours sur les risques que ferait courir à la démocratie l'arrivée au pouvoir de mouvements clairement ou insidieusement anti-républicains ne semble plus constituer aujourd'hui le rempart historique que la République opposait aux extrêmes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les francs-maçons du Grand Orient de France ne peuvent pas rester de simples observateurs désolés de cet état de fait. Il nous revient, dans les pas de nos prédécesseurs, d'apporter notre contribution à la défense de la République et de la démocratie. Cette contribution doit prendre à la fois la forme d'une réflexion sur le mal, mais aussi de propositions d'action pour y faire face. C'est dans ce but que je suis particulièrement heureux et honoré d'accueillir aujourd'hui deux conférenciers qui sauront nous éclairer à la fois sur les causes du mal, mais aussi certainement sur la façon d'y remédier. Monsieur Antoine Bristiel est universitaire, directeur du département Opinion de la Fondation Jean Jaurès, et il a récemment fait paraître une brillante analyse intitulée « La démocratie bousculée », qui met l'accent sur les enjeux démocratiques de notre société. Il nous proposera, je n'en doute pas, en première partie de cette conférence, un bref état des lieux de notre démocratie et des institutions qui doivent la faire vivre.
M. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, complétera, s'il le juge utile, ce constat, mais surtout nous apportera ses lumières sur les voies et moyens qu'il serait opportun de mettre en œuvre pour redonner à nos institutions, à notre démocratie, à notre République, le prestige, l'attraction, l'enchantement qui doivent être les leurs. Au-delà des contributions croisées de nos conférenciers, c'est avec vous, la salle, les personnes qui suivent la conférence sur la chaîne YouTube du Grand Orient de France, que nous échangerons à partir de vos questions. Et comme il est de tradition dans ce lieu, le grand maître du Grand Orient de France, Georges Sérignac, conclura cette conférence. Mais avant de céder la parole à nos conférenciers, un dernier mot sur le titre de cette conférence, évoqué par Ferry Briquet il y a quelques instants, le titre de cette conférence emprunté à une personnalité politique et maçonnique qui nous est ici particulièrement chère. Il s'agit de Jean Zay, ministre de l'Éducation des Beaux-Arts du Front populaire. C'est ainsi qu'il titrait un article paru en 1935 dans la France du Centre, « La République doit être défendue ». On était quelques mois après la tentative de prise de l'Assemblée nationale en février 1934 par des ligues d'extrême droite, aujourd'hui on dirait d'ultra-droite, sous la conduite de l'Action française. Voilà pour cette brève introduction qui me permet maintenant de céder à la fois le lutrin et le micro à M. Bristiel. Alors, bonsoir à toutes et tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors oui, effectivement, ne pas confondre la question, si on m'entend pas, effectivement, c'est plus compliqué. Ne pas confondre la question de la République, de la question de la démocratie. Et moi, je vais davantage vous parler de démocratie et du rapport des Français aux institutions politiques en particulier, de voir quels sont les mots qui touchent la démocratie française. Vous n'entendez pas ? De voir quels sont, c'est mieux comme ça, ouais. De voir les mots qui touchent la démocratie française, quels sont les différents constats que l'on peut faire à l'heure actuelle sur l'état de notre démocratie, et quelles sont éventuellement les pistes de solutions par rapport à cela. On voit à l'heure actuelle qu'en France, il y a deux mots principaux qui touchent notre démocratie. Le premier constat que l'on peut faire, c'est le développement d'une abstention aux différentes élections, et en particulier aux élections intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a une abstention qui est intermittente, une participation politique qui reste relativement élevée au moment de la présidentielle, mais un désintérêt pour les élections à partir du moment où ce n'est plus cette élection phare de la Ve République qu'est l'élection présidentielle. Le second constat que l'on peut faire assez clairement, c'est qu'il y a une crise de confiance dans les différentes institutions politiques. Et j'insiste sur cette idée que c'est dans les institutions politiques et pas seulement dans le personnel politique, parce que finalement c'est bien plus grave. En effet, lorsqu'on regarde les taux de confiance, par exemple, dans les partis politiques à l'heure actuelle, on est autour de 18%. Quand on regarde le taux de confiance dans l'institution présidentielle, on est autour de 30%. Donc des chiffres qui sont vraiment extrêmement faibles. Et on remarque, ce sont des données qui sont produites notamment par le CEVIPOF de Sciences Po Paris, que plus les années passent, plus la défiance dans ces institutions politiques elle a tendance à augmenter. Le second constat que l'on peut faire à ce niveau-là, sur cette question institutionnelle, c'est qu'on est face à un mal qui est particulièrement français. Quand on compare le niveau de confiance dans les institutions politiques en France avec celui qu'il y a chez nos voisins européens, dans les différentes démocraties européennes, on voit que la défiance est plus importante en France que dans beaucoup de pays européens, même des pays d'Europe centrale, que l'on ne pourrait pas forcément qualifiés comme étant des modèles de démocratie. Quand on essaye justement de s'intéresser sur les raisons de cette défiance que l'on a à l'heure actuelle dans nos institutions politiques, on se rend compte qu'il y a trois facteurs principaux pour expliquer cette défiance. Premier facteur pour expliquer le fait d'avoir confiance ou non dans les institutions politiques, c'est en termes de résultats. Ce que les institutions politiques sont capables de produire comme capacité à améliorer concrètement la vie des gens. Et là, on se rend compte finalement que dans un horizon politique qui est plus fini, on a un questionnement qui se pose chez beaucoup de Français,
avec des doutes justement sur la capacité des institutions politiques à pouvoir améliorer la vie des gens. Le second élément que l'on remarque, le second élément déterminant de cette confiance, c'est l'impression de probité ou non du personnel politique. Et là, les différentes affaires qui peuvent toucher le champ politique, eh bien, elles ont évidemment tendance à éroder le niveau de confiance dans les institutions politiques. Et le troisième élément, et c'est celui sur lequel je vais insister par la suite, c'est le sentiment d'être bien représenté par les institutions politiques, d'avoir le sentiment que sa voix, elle est entendue par les institutions politiques. Et justement, en France, on a un vrai problème à ce niveau-là. Quand on regarde les chiffres, c'est le baromètre Fracture Française qui est réalisé chaque année, montre que 67% des Français trouvent que la démocratie fonctionne mal en France, que leurs idées ne sont pas bien représentées. C'est un chiffre qui est en augmentation également d'année en année. Ce qu'il faut bien comprendre justement à ce niveau-là pour tenter d'expliquer pourquoi autant de Français se sentent mal représentés par les institutions politiques, c'est que l'on a une vraie mutation dans le rapport des citoyens à la politique. Alors, ce sont des travaux qui datent déjà aux États-Unis des années 80, des années 1980, par un grand politiste qui s'appelle Ronald Inglehart, qui ont été poursuivis en France par des travaux d'un autre politiste actuel qui s'appelle Vincent Tiberi, et qui montrent justement que l'on est à l'apparition d'un nouveau citoyen, un citoyen qui est beaucoup plus critique par rapport aux institutions politiques et par rapport aux représentants politiques. C'est-à-dire que finalement, cette nouvelle génération de citoyens n'accepte plus forcément de remettre automatiquement un blanc-seing aux représentants politiques, de leur laisser la capacité de gérer les affaires politiques, les affaires de la cité, pendant l'espace d'un mandat, sans avoir la possibilité de de donner leur avis pendant cette période-là. Et dès lors, évidemment, quand on perçoit cette évolution, on perçoit également les évolutions en termes de système politique qui vont avec. Quand on demande désormais aux Français quel est le système politique qu'ils préféreraient, est-ce que c'est une forme de démocratie représentative telle qu'on la connaît aujourd'hui? Est-ce que c'est des formes de démocratie plus directes? Ou est-ce que ce sont des formes plus autoritaires? Eh bien, les chiffres sont assez éloquents. On voit que les Français, à 45%, privilégient la démocratie représentative telle qu'on la connaît dans ses formes actuelles, mais ils sont désormais 35% à privilégier des formes de démocratie directe, donc la possibilité, la capacité à donner son avis, à pouvoir produire du contenu politique en dehors des simples phases électorales. Et puis il y a 20% des Français qui privilégient des formes plus autoritaires de fonctionnement institutionnel, soit que ce soit carrément l'armée à la tête du pays, ou un homme fort qui n'aurait pas besoin de se préoccuper ni du Parlement, ni des élections. Ce que l'on remarque également, c'est qu'il y a des vrais clivages en termes d'âge, parce que chez les moins de 35 ans, la forme d'institution qui est privilégiée, c'est la démocratie directe, devant la démocratie représentative. Donc on est face à de vraies mutations profondes à ce niveau-là, et je suppose qu'on a tous vu désormais comme chaque crise sectorielle qui sont apparues finalement depuis une dizaine d'années n'ont pas seulement été des crises sectorielles, mais ont fait apparaître la question démocratique de manière sous-jacente. On peut se souvenir que l'épisode des Gilets jaunes, qui était au départ un mouvement de contestation d'une taxe sur les carburants, en l'espace de quelques jours, a eu pour revendication principale le référendum d'initiative citoyenne. On peut se souvenir également que toutes les critiques qui avaient lieu pendant la période du Covid, elles ne portaient pas forcément tant sur les mesures qui étaient prises, mais sur la légitimité des personnes qui étaient amenées à les prendre dans un petit comité, sans forcément avoir de contrôle démocratique sur ce qui était en train d'être décidé. Et puis dernièrement également, la question de la réforme des retraites a aussi posé la question démocratique avec une critique du fonctionnement institutionnel. Donc dans ces conditions, finalement, il y a deux grandes solutions. La première solution consisterait à rester finalement arc-bouté sur la forme actuelle de démocratie représentative et ne pas finalement prendre en compte l'évolution globale du rapport des Français, du rapport des citoyens à la politique. Ou une autre piste de solution consisterait au contraire à essayer de prendre en compte davantage ces mutations qui existent, qui sont réelles et qui traversent les valeurs des citoyens et des citoyens français en particulier.
Dès lors, avoir des mécanismes de respiration démocratique en dehors des simples phases électorales pourrait être une solution. Et également, ce que l'on perçoit, c'est que au sein de la population française, il y a une plus grande demande de parlementarisme, c'est-à-dire que l'aspect présidentialiste du régime est assez largement remis en question. Et il y a cette vraie demande d'avoir des équilibres au sein de l'Assemblée nationale qui représentent davantage la réalité du paysage politique. Donc à la fois ce questionnement sur la démocratie représentative et sur la démocratie directe sont finalement les deux pistes de solution. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Premier ministre, si vous voulez prendre place au ultra. Bien, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de vous dire toute ma gratitude pour m'offrir l'hospitalité de ces lieux, le très grand plaisir que j'ai à vous retrouver dans cette salle où, il y a de cela 18 mois, j'avais eu l'occasion de venir m'exprimer devant vous sur des sujets très voisins de ceux sur lesquels vous nous invitez ce soir à vous dire un mot. La question est celle du lien entre la République, la démocratie, peut-être aussi, vous me permettrez de déborder un peu ces deux thèmes, la question de l'état de droit, et d'essayer avec vous, à la faveur de cet échange, en tenant compte bien entendu de ce que Antoine vient de dire, d'essayer d'engager le débat sur des questions qui peuvent apparaître en apparence comme très institutionnelles, mais qui renvoient, dans le contexte politique particulier auquel nous sommes confrontés, à l'angoisse d'une nation. Et je veux commencer par l'angoisse de la nation. Et évoquant l'angoisse de la nation, je voudrais évoquer aussi ce qu'est le sens profond de notre nation dans un pays qui a une culture politique singulière et au sein duquel l'État, la République et la démocratie sont unis par des liens particuliers dont il nous faut essayer, à travers l'analyse de notre construction politique, de comprendre le sens profond. Sur la singularité de la construction politique française, mais je parle sous le contrôle de brillants universitaires, mon sentiment est que l'État a préexisté à la nation, que la nation s'est incarnée dans l'État, qu'elle ne s'est pas incarnée dans l'État spontanément, ce que Michel Vinocq avait appelé la fièvre hexagonale, c'est-à-dire la propension de notre pays à être capable de trouver ses institutions, à régler ses crises dans la fièvre, dans la confrontation, est une affaire ancienne en France. On la voit aujourd'hui ressurgir, mais si nous regardons les occasions de crise auxquelles notre pays a dû faire face sur le plan institutionnel ou sur le plan social, on constatera que cette construction politique ne s'est jamais opérée en France sans heurts, sans débat d'idées, sans poussée de fièvre et parfois sans violence. Donc l'État préexistait à la nation s'est incarnée dans l'État, et la République, lorsqu'elle a surgi, avec un effort considérable d'un certain nombre d'organisations politiques pour faire en sorte que la monarchie de droit divin ne puisse jamais se réinstaller, alors même que des aventures révolutionnaires l'avaient conduite à revenir, cette construction politique s'est faite dans la radicalité. D'ailleurs, ceux qui ont porté l'ambition républicaine et ont installé la République ne s'appelaient pas pour rien les radicaux. Ils ne s'opposaient pas pour rien aux opportunistes, qui n'étaient pas moins républicains que n'étaient les radicaux, mais qui considéraient que la République pouvait prendre davantage de temps que les radicaux ne le souhaitaient à s'installer. Et les radicaux, redoutant que la monarchie ne revînt, ne voulaient pas que l'on prît trop de temps pour l'installer. Et donc, je dis cela pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période où la crise démocratique renvoie à la question de la radicalité dans les formes d'expression politique. Moi, je ne suis pas du tout hostile à la radicalité, puisque dans un temps lointain, il m'est arrivé d'être radical au sens politique du terme, et même d'être membre du Parti radical. Et je l'ai été d'ailleurs parce que j'étais très attaché à ce qu'avait été la contribution de cette organisation à la structuration de notre identité politique. Mais en revanche, j'ai toujours été très méfiant à l'égard de l'extrémisme.
Et pour moi, la difficulté démocratique, j'y reviendrai, à laquelle nous sommes confrontés, peut résulter du fait que la radicalité ne trouvant pas de débouché politique dans le champ républicain, démocratique et institutionnel tel qu'il se présente à nous, ou tel qu'il pourrait évoluer sous l'impulsion de modernisation que nous pourrions donner, l'extrémisme, bien entendu, prend le relais dans une contestation des institutions pour essayer de donner à la radicalité un débouché, une perspective. Et puis la République, dans ses principes et ses valeurs, qui n'étaient pas sans lien avec ce que la nation pouvait porter d'ambition universaliste et l'état de volonté de conduire le progrès sans désordre, la République a donné son creuset de valeurs à l'ensemble. Et la nation, l'État, la République ont tenu des discours, porté des promesses, organisé des institutions qui se faisaient écho et qui ont donné à notre pays sa singularité institutionnelle, historique et politique. Je voudrais prendre quelques exemples ici, peut-être auront-ils un écho compte tenu de ce qu'est l'histoire du Grand Orient et de la maçonnerie dans notre pays. Lorsque les républicains décident d'être ardemment laïcs, ils ne le sont pas par hasard. Ils le sont parce que dans notre pays, la confusion du politique et du religieux, la monarchie de droit divin, l'ultramontanisme, le fait que n'était légitime qu'un pouvoir qui était conforme aux principes de droit divin, ce qui conduisait d'ailleurs la monarchie à perpétuer inlassablement des traditions sans que la société ne puisse évoluer à la faveur des transformations qui traversaient le monde. Tout cela ne pouvait conduire qu'à des processus d'atrophie politique qui engendrèrent la révolution, parfois dans la violence, précisément parce que la radicalité n'avait pas trouvé son débouché politique. Eh bien, la laïcité était un principe qui voulait qu'on rompît avec cette tradition de la monarchie de droit divin, que l'État et la religion fussent séparés l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce que la République, la liberté et l'État de droit étaient une promesse, une aspiration, une espérance, et qui ne pouvait se réaliser que dès lors que le droit de croire ou de ne pas croire était établi au cœur des institutions, qu'il était établi au cœur de ces institutions que l'État ne reconnaîtrait aucune religion en particulier, non pas par hostilité à chacune des religions, mais simplement pour permettre à chacun de faire son choix par la convocation de son libre arbitre, en étant garanti que dès lors qu'il aurait fait son choix, l'État qui ne reconnaissait aucune religion le protégerait de toute pression qui pourrait s'exercer contre lui. Donc, la laïcité était un extraordinaire principe de liberté. Et dans le très beau discours que Jaurès fit à Castres en 1905, au moment où certains s'inquiétaient que la laïcité pût porter en elle un risque de confrontation dans un pays qui avait une tradition de lien particulier avec le catholicisme, Jaurès expliquait avec beaucoup de force qu'il fallait attendre de la laïcité qu'elle soit d'abord un principe d'apaisement, parce qu'elle était d'abord et avant tout un principe de liberté. Et pour que la liberté puisse triompher à chaque instant contre toute forme de totalitarisme ou d'autoritarisme ou de déviance politique, on voulait que la liberté soit protégée par l'état de droit. L'état de droit était considéré consubstantiel à la République comme un instrument de la liberté parce que c'était précisément par l'intermédiaire de l'état de droit qu'on organisait les choses de telle sorte à ce que par la disposition des choses, pour reprendre l'expression de Montesquieu, le pouvoir reste le pouvoir. Voilà en quelques mots quelle a été notre construction politique. Et notre construction politique, telle que nous l'avons voulu, telle que nous l'avons conçue, telle que nous l'avons en permanence rehaussée, a connu des crises. Elle a connu des crises dans un pays qui a, je m'empresse de le dire après le propos d'Antoine, longtemps confondu le parlementarisme avec le régime des partis. La République était parlementaire.
le président de la République avait un rôle éminemment symbolique qui conduisait le général de Gaulle à considérer qu'avant que la Ve République ne fût établie, il inaugurait les chrysanthèmes, pour reprendre l'expression qu'il avait utilisée. Donc le régime institutionnel et politique, la République parlementaire, nous l'avons connu sous la Troisième et la Quatrième République. Et ces deux républiques firent d'immenses choses pour le pays. Sans la Troisième République, il n'y aurait pas eu la poursuite de l'action de la Deuxième République portée par Hippolyte Carnot et qui a vu l'école mise au cœur de notre système politique et institutionnel pour donner à chacun sa chance par la méritocratie d'avoir accès à la connaissance, à la méritocratie de permettre à ceux qui parfois venaient de contrées lointaines et de familles défavorisées d'avoir accès aux plus hautes fonctions et aux plus grandes responsabilités. C'était cela, la promesse républicaine aussi. Nous avons vu également la Troisième République faire progresser considérablement les libertés, la liberté de la presse, la liberté de conscience. Nous avons vu la Quatrième République nous sortir avec un volontarisme politique absolu de la Seconde Guerre mondiale en mettant en place les fondements du système de protection sociale à travers le Conseil national de la résistance. Donc cette République parlementaire, dans laquelle le président de la République avait peu de place, a fait de grandes choses. Mais nous avons vu aussi la République parlementaire, sous la Quatrième République, face aux enjeux de la décolonisation, se perdre. Le système des partis, des apparentements, des combinaisons d'appareils, conduire les Français voter pour des organisations politiques, sans savoir pour quelle majorité ils votaient, puisqu'après qu'ils avaient voté, par le biais du mode de scrutin, des apparentements, les combinaisons existant entre les organisations politiques qui ne s'étaient pas rehaussées, c'est le moins qu'on puisse dire par leurs pratiques et leur comportement, on voyait sortir de l'Assemblée nationale des majorités très différentes de celles pour lesquelles on avait voté, parce que les combinaisons parlementaires et partisanes, dans un système de partis abaissé, conduisaient aux difficultés que chacun a à l'esprit dès lors qu'on s'intéresse un minimum à l'histoire. Et donc, j'ai pour la République parlementaire le plus grand attachement, j'ai pour le système des partis la plus grande méfiance, et pour le général de Gaulle la plus grande admiration. Il faut donc trouver une synthèse qui permette de faire en sorte que tout cela converge, pour faire en sorte que notre système institutionnel n'aboutisse pas à une perte de confiance, autrement dit, à une plus grande défiance des citoyens à l'égard des institutions politiques, de telle sorte que l'abstention augmente, la déréliction des partis s'accentue, la défiance des Français à l'égard de leurs institutions s'amplifie, le tout conduisant à la violence à prendre une place de plus en plus importante, et au débat démocratique, c'est-à-dire à la confrontation d'idées, à s'effacer peu à peu au profit de comportements dont je dois dire qu'ils m'inquiètent grandement, qui ne sont ni respectueux de l'état de droit, ni respectueux des principes de la République, ni respectueux de ce qu'est la démocratie dans la pluralité des courants qui la traversent. Lorsqu'un maire, qui est investi de la légitimité démocratique, voit ses véhicules incendiés et sa famille menacée, comme cela a été le cas il y a de ça quelques jours à Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, au motif que ce maire ne voulait rien faire d'autre que d'appliquer la loi en accompagnant l'État dans la création d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, je me dis que nous sommes très loin de la promesse républicaine et de l'universalisme français. Lorsque je vois qu'un universitaire, chercheur au CNRS, dont on peut penser ce qu'on veut des écrits ou du positionnement, voit sa conférence ajournée à la Sorbonne au motif qu'elle aurait pu susciter des réactions hostiles de la part d'acteurs qui ne pensaient pas comme l'universitaire en question, je me pose la question légitimement de savoir s'il est encore possible dans notre pays d'accepter que quiconque ne pense pas comme soi ait encore le droit à la parole. Et il faut faire très attention à ce que l'amour que nous avons de la démocratie ne s'exprime pas de façon d'autant plus tonitruante que l'on est convaincu d'avoir raison
et qu'on est assez prompt à priver de parole tous ceux qui ne partagent pas nos propres opinions. J'ai vu beaucoup de grands démocrates donner des leçons de démocratie ces derniers temps, dont les responsables des organisations politiques ne sont pas élus, dont les candidats aux élections ne sont pas désignés, et qui sont les premiers à considérer que dès lors que l'on n'est pas dans la ligne, on est légitime à être interdit de parole. La démocratie est un bien précieux. Et si l'on admet que la démocratie est un bien précieux, il faut faire en sorte que le respect, l'altérité et l'amour irrépressible du débat et de la confrontation constituent des principes et des valeurs que les républicains, les démocrates et les amoureux de la France doivent avoir en partage s'ils veulent que la France continue à tenir au monde le discours que les peuples du monde ont appris à aimer d'elle, pour reprendre l'expression de François Mitterrand. Donc sur le plan institutionnel, je dirais volontiers que, pour essayer de terminer par quelques considérations à la fois institutionnelles et politiques sur ce qu'il conviendrait de faire compte tenu de la crise à laquelle nous sommes confrontés, je dirais volontiers que le bon équilibre est celui qui remet le président de la République dans sa position arbitrale. Dès lors que le président de la République est celui qui s'estime au plus profond de lui-même comptable de l'unité et de l'invisibilité de la nation, et qu'à ce titre, il ne peut pas estimer devoir s'occuper de tout à chaque instant, mais se met en situation de ne s'occuper que de l'essentiel, c'est-à-dire de l'unité du pays, de sa capacité à porter les valeurs qui le singularisent dans le monde, à porter une ambition de politique étrangère qui permette à ces valeurs de s'exprimer, et qui conduit le président de la République à être comptable des grandes orientations, et seulement des grandes orientations, ce qui ne veut pas dire qu'il déroge au pouvoir que les institutions de la Ve République lui ont donné, mais qu'il revient à l'esprit originel de ces institutions, telles que le général de Gaulle les avait conçues, alors le Premier ministre cesse d'être un collaborateur, alors les ministres cessent d'être des pions dociles, redoutant d'apporter la contradiction ou même la contrariété à l'égard de celui qui dirige le pays. Le Premier ministre devient davantage comptable de la politique du gouvernement devant le Parlement et par conséquent est davantage responsable devant le Parlement de cette politique. Et le Parlement doit voir renforcer ses prérogatives de contrôle sur le Parlement dans un contexte où, à mon avis, la crise de la démocratie représentative résulte moins de la volonté des citoyens d'affaiblir les institutions que de l'incapacité des institutions elles-mêmes à exercer leurs prérogatives de contrôle sur ceux qui gouvernent pour le compte des citoyens lorsqu'ils sont investis de ce pouvoir par la Constitution ou par les règlements des assemblées. Et moi, ce qui m'a frappé pendant les 15 ans où j'étais parlementaire, ce n'est pas la faiblesse du pouvoir du Parlement. Bien entendu, il m'est arrivé de constater que les pouvoirs du Parlement étaient trop faibles et qu'il convenait de les renforcer. Ce qui m'a frappé, c'est l'incapacité dans laquelle les parlementaires étaient d'exercer leurs prérogatives de contrôle en allant au bout de ces prérogatives, lorsqu'il s'agissait notamment, par le fait majoritaire, de protéger le gouvernement plutôt que de chercher quelle était la vérité. Je l'ai vécu, par exemple, au moment de la création de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de Karachi, où je n'ai obtenu aucun déclassement de documents, alors même que nous les avions demandés, parce qu'il faut reconnaître que le fait majoritaire donne à la majorité la possibilité de cantonner le pouvoir du contrôle du Parlement sur le gouvernement, nonobstant les pouvoirs conférés au Parlement pour assurer ses prérogatives de contrôle. Enfin, dernier point, il m'apparaît très important sur le plan institutionnel, comme le disait Antoine tout à l'heure, qu'on trouve des occasions de respiration démocratique entre le moment de la dévolution du pouvoir à ceux qui sont investis de la légitimité démocratique par le suffrage universel. Le référendum d'initiative locale est un instrument. Le référendum qui conduit le président de la République ou éventuellement le gouvernement ou le Parlement à soumettre à la délibération des Français des questions dont on considère que si elles ne sont pas soumises à cette délibération,
elles constitueront à être des facteurs de crispation et de blocage politique, amplifiant la défiance, augmentant le niveau de violence, doit être possible. Le référendum d'initiative partagée est un de ces instruments dont on a vu la difficulté à le mettre en œuvre, mais il fut une époque où on n'avait pas besoin du référendum d'initiative partagée pour voir le président de la République de lui-même soumettre des sujets dont il pensait qu'ils étaient fondamentaux à la délibération collective, en prenant même le risque, pour lui-même, de quitter le pouvoir pour le cas où il se trouverait désavoué par les citoyens. C'est ce qui s'est passé en 1969. En 1969, celui dont on a considéré qu'il était, nous, quand je dis nous, c'est plutôt la gauche, comme détenteur d'un pouvoir autoritaire, a soumis au référendum une transformation des institutions au terme desquelles les Français ne l'ont pas suivi, parfois aidés par les organisations politiques qui ne sont pas dépourvues d'arrière-pensée, et le général de Gaulle a conclu la séquence par 2 phrases. « Je quitte ce soir » et on n'a plus entendu un mot de la part du général de Gaulle qui renvoyait à la politique dans sa dimension quotidienne. Mais la démocratie, après 68, c'était un an après 68, ne s'en est pas trouvée affaiblie, elle s'en est trouvée considérablement renforcée. Et donc le fait d'aller vers le peuple lorsqu'il s'agit de faire trancher les questions fondamentales, sujet dont on s'est méfié, et notamment la sensibilité politique qui est la mienne, parce qu'on considérait qu'il y avait entre le référendum et le césarisme politique, autrement dit le bonapartisme, un lien qui rendait le référendum suspect. Peut-être que ces sujets, à l'aune de la numérisation de la société et de l'état de la démocratie, pourraient être révisés pour faire un usage pertinent, mesuré, équilibré, responsable de cet outil qui consiste à faire trancher par les Français les grands sujets en prenant le risque de leur faire confiance. Parce que faire confiance aux Français et parler à leur intelligence n'est pas prendre un risque, c'est créer les conditions d'une possible respiration démocratique. Enfin, je termine par un point qui ne renvoie pas aux institutions, mais comme nous allons avoir un débat, nous pourrons aborder tous les autres sujets que nos esprits n'auraient pas effleurés et qui seraient ceux de vos centres d'intérêt. Je veux parler des valeurs. Et là, je convoque non pas le général de Gaulle, mais Pierre Mendès France. Dans ce très bel ouvrage, La vérité guidait leurs pas. Il n'y a pas de possibilité, Pierre Mendès France ou d'autres auteurs qui n'étaient pas des responsables politiques, mais qui étaient parfois des observateurs de la vie politique, je pense à François Mauriac, cherchaient toujours la juste position. Considérer que la politique est une abnégation et non pas un exercice de nature narcissique. Intégrer, quand on a eu une responsabilité politique, quel que soit le niveau, que la France, en tant que nation, est plus grande que chacun et chacune d'entre nous. Que la cause qui nous a été confiée par le suffrage universel est une cause qui dépasse nos propres individus, nos propres ambitions et nos propres destins. Et qu'il n'y a pas de grande politique, de confiance, de démocratie qui respire, là où ceux qui sont investis des responsabilités les plus hautes n'ont pas intégré au plus profond d'eux-mêmes qu'il y a dans la vie publique une part d'abnégation sans laquelle il n'est pas de grandeur. Parler toujours à l'intelligence d'un peuple, refuser de convoquer ses instincts par des propos dont on sait qu'ils peuvent permettre de tirer un bénéfice politique immédiat du propos que l'on vient de tenir, mais dont on sait aussi que ce bénéfice politique immédiat aura d'abord et avant tout une conséquence, celui d'abîmer la nation dans son unité et son indivisibilité. Refuser de semer partout les ferments de la colère et de la confrontation. S'interdire de donner le sentiment à ceux qui, citoyens, sont inquiets de l'état dans lequel se trouve notre pays, que nous pourrions accroître encore le malaise en donnant le sentiment que les institutions tout entières ont abandonné leurs principes, leurs repères, leurs valeurs pour ne servir que des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, contribuant ainsi à accroître la colère la plus grande, organisant ainsi les ferments d'une confrontation permanente, larvée, latente, dont on espère qu'elle créera à un moment donné un bouleversement dont on pourra tirer profit. Abandonner
les principes de l'universalisme français, au motif que la France aurait cessé d'être une et indivisible et qu'elle serait constituée d'un ensemble de communautés auxquelles il faudrait s'adresser successivement comme on s'adresse à autant de clientèles pour les ramener à soi. Comme s'il n'y avait pas plus beau message que celui de l'unité et de l'indivisibilité de la République. Abandonner l'esprit des Lumières, l'idée que le progrès est une nécessité, qu'il n'y a pas de démocratie là où il n'y a pas une pensée rationnelle s'adossant à la science, à la connaissance, au savoir. Admettre qu'il pourrait y avoir au sein de l'école une autre démarche que celle qui consiste à laisser à ses portes tout ce dont on est les héritiers, par la famille, par la religion, par l'atavisme, en ne faisant plus de l'école ce lieu, ce sanctuaire où l'apprentissage de la connaissance est possible précisément pour que l'esprit des Lumières ne meure jamais. Abandonner tout cela, c'est d'abandonner ce que nous sommes comme nation, mais c'est surtout abandonner ce que nous sommes comme nation ayant eu un discours universel d'inspiration de tant de peuples qui n'avaient pas la démocratie et qui la cherchaient en nous, comme on cherche une lumière, lorsque le noir, le sombre, l'impossible de la liberté est partout. Alors il faut, si l'on veut aimer la démocratie et la faire vivre, qu'il ait suffisamment de cœur ardent pour ne pas se laisser aller à cet esprit grégaire, facile, parfois d'affaissement de l'esprit public, et qu'il y ait aussi suffisamment de républicains ardents pour faire en sorte que l'amour de la liberté, que l'amour de la nation, que l'amour du droit, qui est quand même le meilleur rempart contre la force et contre la remise en cause de toutes les libertés, soit encore la promesse française, qui est une promesse de la nation, qui est une promesse de la République et qui est la promesse d'un peuple. Nous allons maintenant prendre des questions. Nous avons 2 micros qui seront donc susceptibles de prendre vos questions. Nous serons dans la salle. Signalez-vous en levant la main et puis nous donnerons la parole. Je propose que l'on prenne peut-être plusieurs questions, 2, 3 questions dans une première vague et après nous poursuivrons de cette manière-là et puis vous répondrez selon les interventions. Oui, une question. Est-ce que la forme de la République actuelle, ses fonctionnements, sont encore valides lorsque le pouvoir économique est supérieur au pouvoir politique et que les réponses ne semblent plus venir de nos institutions? Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit, merci. Mais il y a quand même un point qui me chiffonne et j'aimerais bien avoir une explication. Vous avez dit que vous êtes un grand admirateur du général de Gaulle, mais le général de Gaulle, avec sa constitution, c'était quand même... François Mitterrand a bien dit que c'était le coup d'État permanent. Et hélas, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, il n'a pas changé la constitution, qui était quand même une constitution basée sur un coup d'État et une dictature. Et le 49.3 découle bien de ça, et on voit ce qu'il en découle à l'Assemblée. Je pense que vous avez cité Mendès France. Je préférerais que vous appuyiez sur Mendès France, sa probité, toutes ses valeurs, vous l'avez cité, mais pour la laïcité, par exemple, le général de Gaulle, avec la loi Debré en 59, vous qui défendez la laïcité, je pense que là, c'était quand même pas un exemple. Et j'espère que vous n'allez pas suivre le général de Gaulle. Voilà. Une question enfin. Allez, levez-vous. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Vous avez parlé à un moment de la liberté d'expression
qui est quand même un principe fondamental aujourd'hui de la démocratie et de notre République. Comment aujourd'hui, quand on voit que de nombreuses personnes, entités, groupes s'opposent à notre République telle qu'elle est, qu'on voit que ces personnes bafouent ces règles de la République, veulent la détruire, veulent la démolir, comment peut-on garantir une liberté d'expression pour tous ces gens-là? Et est-ce qu'on doit leur garantir une liberté d'expression? Bon, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas nécessairement liés les uns avec les autres, mais je vais essayer de répondre à chacune des questions qui a été posées, puis on va se partager la tâche avec Antoine. Et pour ce qui concerne la relation entre le pouvoir économique et le pouvoir politique dans une économie globalisée, qui donne le sentiment que ce sont les puissances financières, pas simplement le sentiment, mais qui imposent parfois, sur bien des sujets, la réalité que les puissances financières sont substituées à l'État dans la capacité de réguler les grands sujets qui ont un caractère social, qui renvoient au respect des droits humains, qui renvoient aussi à la question environnementale, compte tenu du comportement d'un certain nombre de puissances financières dans l'épuisement des ressources et des biens communs de la planète. La question est légitime et se pose. Moi, je reste malgré tout optimiste parce que le droit international existe, la volonté des États peut se manifester, qu'elle s'est manifestée dans de nombreux domaines insuffisamment, mais a permis des progrès. Et si je prends les questions qui sont les plus urgentes, c'est-à-dire les questions environnementales, la question climatique, l'impact des activités économiques et industrielles sur les droits humains, la santé et l'environnement, je constate que, en dépit des efforts faits par les grandes multinationales pour s'élever au-dessus de la volonté des États, les États, lorsqu'ils s'organisent ensemble autour d'un système de valeurs suffisamment clair pour stopper les multinationales dans leur marche, y parviennent à condition que cette coalition d'efforts et de volonté ne se matérialise pas dans un laps de temps trop court. Je vais prendre des exemples concrets. Lorsque il est décidé, après le scandale du Watergate et un certain nombre de scandales économiques et financiers aux États-Unis, sous l'impulsion de la société civile américaine, de mettre en place le Foreign Corrupt Practices Act, qui est un ensemble de dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption aux États-Unis, et que les gouvernements de l'Union européenne, sous la pression d'un certain nombre d'entreprises, renoncent à mettre en place des dispositifs comparables. On voit malgré tout des magistrats courageux, utilisant l'extraterritorialité du droit américain, poursuivre des entreprises européennes jusqu'à ce que les Européens soient obligés de prendre des dispositions comparables. Et que nous puissions, à travers la loi relative au devoir de vigilance, la directive actuellement en discussion au Parlement européen, faire de même sur les conséquences de l'activité économique sur la santé, l'environnement et les droits humains. Donc, parce que je suis résolument optimiste et que je crois que la politique est aussi un art du volontarisme et que la confiance entre les citoyens et les institutions ne peut se construire que dès lors que la volonté est forte, et parce que je crois aussi, comme François Mitterrand, qu'on ne peut rien contre la volonté des hommes, qu'il faut mettre sur le métier cela constamment et que c'est la seule manière de parvenir à faire en sorte que le déséquilibre qu'à juste titre vous pointiez dans votre question, que ce déséquilibre-là n'aboutisse pas à la perte totale de confiance par la direction du monde tout entier, par des multinationales et des puissances financières imposant toute leur volonté à des États devenus impuissants. C'est un combat, c'est une lutte, c'est une radicalité aussi qui doit trouver à s'exprimer à travers le droit, la volonté des parlements, la puissance de la volonté des gouvernements, agissant ensemble. Deuxième élément, le général de Gaulle, Pierre Mendès France, le coup d'État permanent, la liberté, la démocratie, le 49-3. Bon, moi j'essaie d'être juste. Si le général de Gaulle n'avait pas à un moment donné à la France des institutions qui avaient quelques travers, vous les avez pointés, mais qu'il y en avait d'autres aussi que vous n'avez pas pointés. Le fait de pouvoir dégager des majorités pour assurer la modernisation du pays, dans un contexte où la réindustrialisation était nécessaire, dans un contexte où nous avions besoin d'assurer notre indépendance énergétique,
dans un contexte où notre pays avait besoin, s'il voulait continuer à tenir un discours dans le monde qui correspondait à l'idée qu'il se faisait de son indépendance, de se doter de la stratégie de la dissuasion. Tout cela aurait-il été possible sous la 4e République? Et aurions-nous pu, y compris faire ce que nous avons fait en 1981, en engageant des réformes majeures, s'il n'y avait pas eu un gouvernement stable, disposant des moyens de gouverner dans la durée, pour engager des réformes ambitieuses qui pouvaient faire l'objet de contestations de la part de toute une série de groupes financiers et de pressions s'opposant à cette ambition? Et Michel Rocard aurait-il pu, entre 88 et 91, parvenir à faire toute une série de réformes utiles s'il n'avait pas pu disposer d'un instrument qui s'appelle l'article 49.3 et qui lui aurait permis, face à ceux qui disposaient d'une majorité relative, de faire avancer des textes dont les conservateurs à l'époque ne voulaient pas. Donc la réalité est beaucoup plus nuancée que cela. Et je constate d'ailleurs que beaucoup de ceux qui critiquent les institutions de la Ve République et qui ne proposent pas d'ailleurs d'en modifier les équilibres, puisqu'ils veulent le rejet de ces institutions dans leur ensemble, quel est le système de substitution ? Et comment ce système de substitution permet-il à un pays qui est quand même confronté à des défis majeurs? Moi, je ne crois pas qu'on fera la transition climatique et écologique en France sans un État qui puisse, en liaison avec les collectivités locales et la société civile, agir. Moi, je ne pense pas que l'on conduise les grandes mutations vers la justice sociale, vers la transition écologique, vers le renforcement des services publics, vers l'égalité territoriale avec un État faible. Et je ne pense pas qu'il faut confondre un État fort avec un État autoritaire. Un État fort peut être un État qui a en face de lui une société civile organisée, un Parlement qui le contrôle, une presse qui le critique. Mais la force de l'État est nécessaire pour conduire la mutation. Parce que la faiblesse de l'État, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'aboutit pas à davantage de liberté. Si la faiblesse de l'État et la remise en cause de son autorité aboutit à l'instauration du plus grand désordre, dont on sait qu'il est généralement le meilleur moyen pour les plus faibles de subir la tyrannie des autres. Donc, nous ne sommes plus en 1958. On peut toujours regarder la société française avec les lunettes de ceux qui, à l'époque, ont conduit les débats avec le talent que l'on sait, mais nous sommes confrontés à d'autres défis. Nous sommes confrontés au défi de la remise en cause de la laïcité. Nous sommes confrontés au surgissement de l'islamisme. L'islamisme qui est un totalitarisme dont les premières victimes sont les musulmans de France. Nous sommes confrontés à la montée du communautarisme. Nous sommes confrontés à l'explosion des injustices sociales, avec des Françaises et des Français qui n'ont même plus la possibilité de vivre jusqu'à la fin du mois, même de vivre au début du mois. Nous sommes confrontés à une société dans laquelle les inégalités territoriales se sont considérablement creusées. Et moi, je ne veux pas que face à ces défis, nous ayons un État impuissant. Alors la verticalité, dont on a vu les effets, est le contraire de la puissance de l'État. Je ne confonds pas la force de l'État et l'autoritarisme de ceux qui peuvent se trouver à sa tête. Nous avons utilisé le 49.3 en France récemment, mais je n'en ai pas déduit pour autant que la France avait cessé d'être une démocratie au motif qu'un gouvernement avait utilisé un outil prévu par la Constitution. Même si j'étais très hostile à l'utilisation de cet article, dans ces circonstances, et que je trouve que la manière dont cette réforme a été menée n'est pas la bonne et qu'il fallait la combattre. Mais je pense que la critique démocratique ne vaut, si l'on est attaché à l'État, à sa capacité à faire, que dès lors que ceux qui sont dans l'opposition, c'est mon cas, convoquent l'esprit de nuance plutôt que l'esprit d'opposition frontale à tout prix, sans que l'analyse ne soit convoquée, avant que la critique ne soit émise. Et la dernière question concernait la liberté d'expression à l'égard de ceux qui n'aiment pas la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, elle suppose qu'un ensemble de valeurs soit partagé au plus profond de la société par chaque citoyen, de façon irrépressible, intangible et là aussi ardente.
La liberté d'expression, elle suppose que l'altérité soit la modalité du vivre ensemble. C'est quoi l'altérité? C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre qui ne pense pas comme nous, en refusant de faire subir à l'autre qui ne pense pas comme nous des formes de violence, d'injures, d'insultes qu'on ne supporterait pas qu'on nous fasse subir à nous-mêmes. S'il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de démocratie parce qu'il n'y a pas de respect. Et si l'altérité est enseignée comme un principe républicain dès le plus jeune âge à l'école, et si l'école redevient le lieu dans lequel on redonne au maître, en le respectant dans ses prérogatives et dans son autorité, la possibilité de faire partager ces valeurs par le plus grand nombre, précisément parce qu'elles sont la condition de la paix dans la nation, alors la question de savoir comment on fait pour que quiconque n'est pas amoureux de la liberté puisse quand même exprimer ce qu'il a à dire sans mettre la nation en danger est un sujet qui se pose avec beaucoup moins d'acuité, parce que les valeurs fondamentales et cardinales que les Français ont en partage dès lors que l'éducation, la culture générale, la pierre angulaire de la nation les conduit à partager ces principes, les rend suffisamment forts pour ne pas avoir à subir le danger de ceux qui n'ont pas en partage le même amour de la liberté que la majorité d'entre eux. Donc je crois fondamentalement à l'école. Je crois à l'école comme l'instrument privilégié de la construction du vivre ensemble dans la nation et comme le lieu d'apprentissage de l'amour de la liberté. Et quand un maître d'école, un professeur est décapité à la sortie d'une école au motif qu'il a voulu faire en sorte qu'on puisse transmettre ses principes et ses valeurs, c'est une nation dans son ensemble qui se trouve blessée. Et quand j'évoque l'intangibilité, l'ardeur républicaine, l'amour de la liberté, l'amour des principes républicains et de l'état de droit, c'est de cela dont je parle. Parce que sans cela, il est vain d'imaginer qu'on puisse résister à la violence de ceux qui n'ont pas la liberté, l'amour de la liberté en partage. Je répondrai principalement sur les deux premières questions. Sur le premier point, sur la question de l'importance d'avoir des marges de manœuvre par rapport à cette sensation que le pouvoir économique est supérieur au pouvoir politique, effectivement, c'est une des raisons pour laquelle il y a autant de défiance dans les institutions politiques à l'heure actuelle, parce que vous avez une majorité de Français qui a l'impression que les institutions politiques ne sont plus en mesure de changer concrètement la vie des gens et d'améliorer concrètement la vie des gens. Quand vous avez aujourd'hui plus d'un Français sur deux qui vous dit que très concrètement la situation de son enfant, de ses enfants sera pire que sa propre situation, ça interroge quand même sur l'impression que le politique, les institutions sont en mesure de changer et de changer dans un sens positif ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, quand vous regardez les enquêtes d'opinion qui sont faites au moment des différentes élections et qui interrogent les Français sur les raisons qui les ont poussés à s'abstenir, la première raison qui est évoquée, c'est que finalement vous m'entendez pas, c'est ça. Finalement, peu importe qui va être élu, ça ne va pas changer drastiquement les choses parce que ce n'est pas le politique qui a le réel pouvoir entre ses mains. Et sur le second point, qui à mon avis est aussi extrêmement important, je pense que l'agencement institutionnel, c'est toujours une balance et un équilibre à trouver entre, d'un côté, l'efficacité et de l'autre côté, la perception de la légitimité des mesures qui sont prises. Et à mon avis, et c'est là où je différerai un petit peu de vos positions sur ce point-là, je pense qu'à l'heure actuelle, l'agencement institutionnel tel qu'il est présent aujourd'hui pousse trop le curseur sur le côté de l'efficacité au détriment de cette perception de légitimité. Je pense qu'en effet, quand vous dites qu'on a besoin à l'heure actuelle, face aux grands défis qui se posent devant nous, d'avoir un État un gouvernement qui a la possibilité de mettre en place des mesures qui seront évidemment impactantes, je pense néanmoins que l'aspect de légitimité perçue est aussi extrêmement important par rapport à cette nécessité d'entraîner la population. Et face à ces grands défis qui se posent, on ne pourra pas se passer de cette légitimité. Je pense également, et ça fait d'ailleurs écho à ce que vous disiez dans votre exposé, que la culture du parlementarisme repose aussi largement sur le rôle que les partis politiques ont d'eux-mêmes, finalement, et sur
sur la responsabilité qu'eux aussi doivent avoir, parce que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a une demande de parlementarisme en France, il y a une demande d'avoir davantage de discussions possibles entre les différents partis politiques, mais ça suppose qu'eux aussi ils soient dans cette culture-là et qu'il y ait cette sorte de révolution du comportement des partis politiques selon la place qu'ils occupent dans l'agencement institutionnel. Si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que je pense. Moi, je ne pense pas du tout que l'efficacité soit plus importante que la légitimité. Je ne pense pas du tout cela. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a aucune efficacité politique si elle n'est pas appuyée, fondée par une légitimité très forte, c'est-à-dire une adhésion la plus large possible des citoyens à ce qu'est le système institutionnel. Et je pense d'ailleurs que cette légitimité ne se décrète pas. Elle se construit. Elle se construit par les équilibres institutionnels, elle se construit par la manière dont on construit la décision publique. Et même si je suis favorable à ce que l'État ne perde pas de sa capacité à agir, je pense qu'il perdra de sa capacité à agir s'il n'est pas capable de mettre davantage de concertation, de participation, de lien avec les citoyens dans l'élaboration de grandes politiques qui renvoient par exemple à l'utilisation de l'eau, à la transformation de l'agriculture, à la mise en place des grandes infrastructures de transport ou des grandes infrastructures publiques. Et parce que si nous ne faisons pas cela, nous aurons encore des tragédies comme celles qui se sont produites lorsque j'étais ministre de l'Intérieur à Sivens, ou des difficultés comme celles qui se sont produites récemment en Poitou-Charentes avec l'affaire des bassines. Et donc moi je suis très favorable à ce que l'on développe de façon la plus approfondie possible la concertation en amont et en aval de la décision politique pour faire en sorte que l'efficacité procède d'un mouvement associant l'ensemble des acteurs. Mais je ne pense pas que pour atteindre cet objectif, il faille désarmer l'État. Je pense au contraire que pour atteindre cet objectif, il faut davantage armer l'État dans sa capacité prospective. Et quand je dis l'État, ce n'est pas l'État central, c'est l'État et les collectivités publiques qui peuvent servir d'interface avec les citoyens. C'est la capacité de la puissance publique, du service public porteur d'une vision d'intérêt général, de donner aux citoyens dans la délibération collective les instruments d'une expertise. Donc, la légitimité, elle ne repose pas sur l'affaiblissement des uns au profit du pouvoir redonné aux autres. Elle repose sur la volonté de donner davantage de pouvoir aux uns et aux autres dans une interaction permanente qui crée une nouvelle dynamique démocratique. Bonsoir, je réagis à ce que vous avez dit sur la question de la liberté d'expression. Si je reviens sur le sujet de cette conférence, donc la République a besoin d'être défendue, comment interpréter les événements récents des manifestations d'extrême droite, ou aujourd'hui on dirait d'ultra-droite? Fallait-il les autoriser ou les interdire? Finalement, est-ce que la République peut accueillir ses ennemis en interne? Est-ce que ce n'est pas là une force de la République que de permettre une liberté a priori d'expression et donc d'autorisation de ces manifestations? Ou est-ce que la République doit censurer, limiter, interdire ces manifestations parce qu'elles sont anti-républicaines? Et j'en arrive là à la deuxième question qui suit. Comment interpréter les réactions politiques de nombreuses personnes qui se disent républicaines, qui appelaient à la censure a priori de ces manifestations avant même qu'elles aient lieu? Merci. Merci, mon frère. Oui. Monsieur le Premier ministre, je vais me garder de faire une intervention parce qu'il y a beaucoup de points extrêmement intéressants qui ont émergé. Je vais donc simplement vous poser deux petites questions simples. La première, en novembre 2011, le futur candidat et futur président de la République, François Hollande, a fait un papier admirable dans Le Monde sur la transition énergétique. Je pouvais penser qu'à partir de ça, avec nos fortes institutions, on aurait eu une politique active de développement des énergies renouvelables, etc. Le bilan, 12 ans après, est égal à 0. Deuxième question, une association sympathique qui s'appelle La Libre Pensée conduit régulièrement des procédures qu'elle gagne grâce à nos institutions judiciaires, le Conseil d'État, les tribunaux administratifs, sur des infractions à l'article 28 de la loi de 1905.
Bon, actuellement, ces locaux sont tagués. Elle est accusée sur des sites d'extrême droite de couper la France de ses racines chrétiennes, etc. Moi, je regarde mes semelles de chaussures, je n'ai pas de racines chrétiennes à mes semelles de chaussures. Je lis Étienne Paquier, celui du XVIe siècle, la France n'a pas de racines chrétiennes. Simplement, la question que je me pose, c'est pourquoi tout simplement le ministre de l'Intérieur ne donne pas des instructions au préfet de faire en sorte que la loi de 1905 soit clairement appliquée et que ce ne soit pas une association qui ait à faire dire le droit à ses risques et périls, puisque finalement il y a risques et périls devant les juridictions républicaines. Oui, non, ça allait. Merci mon frère, merci grand maître, dignitaire à Lorient. Ma question s'adresse à Monsieur Briciel, que j'ai le plaisir d'entendre régulièrement sur Twitch, sur la chaîne de Jean Massier, qui est tout de même le premier moyen de communication de la jeunesse politisée en France. Donc je connais, il est un peu moins inconnu pour moi que pour beaucoup de personnes ici. Vous dénoncez régulièrement l'extrême droite et les événements récents ont encore montré à quel point elle pouvait déambuler dans nos rues à des cris barbares et avec des drapeaux noirs. Et donc vous la dénoncez à juste titre et nous sommes tous ici à le faire. Est-ce que néanmoins vous ne considérez pas que les personnes qui sont ici devant vous, dans ce temple de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité, de l'universalisme, de l'humanisme, des personnes qui pensent porter le progrès ici pourraient également être parfois un peu chatouillées lorsqu'ils entendent certains mouvements de gauche, notamment dans leurs idées, dans leurs propositions, dans leurs prises de position. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsque, comme nous pensons que le premier devoir d'une république est de faire des républicains, comme le disait Ferdinand Buisson, on peut aujourd'hui considérer qu'une certaine partie de la gauche ne relève pas forcément d'un certain cadre républicain? Et une sous-question à cette question, est-ce que vous ne pensez pas qu'en ne dénonçons pas justement ces mouvements, en laissant croire qu'il existerait une jeunesse issue de l'immigration qui serait totalement en dehors de la France ou qui n'aurait aucune envie d'être française, nous ne laissons pas s'immiscer un poison entre nous qui est celui de la division fondée sur des caractéristiques phénotypiques et ce qui nous renverrait à des siècles en arrière. Je terminerai en vous, peut-être en vous suscitant une réflexion. Le poète disait que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un certain diable dans une certaine gauche? Je vous remercie. Il y a déjà eu 3 questions. Ça marche. Oui, en effet, je dénonce l'extrême droite et je pense que c'est extrêmement important de continuer à le faire. Et de mon point de vue, il n'y a pas d'équivalence entre le positionnement de l'extrême droite et son organisation politique à l'heure actuelle et des groupuscules qui, certes, sont problématiques au sein d'une minorité de la gauche, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'intensité et la réalité de ce qu'est l'extrême droite à l'heure actuelle en France. Donc pour moi, il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Et effectivement, je considère qu'il faut combattre avant tout l'extrême droite dans cet espace politique. Il y avait 2 questions sur la liberté, une question sur François Hollande et la transition énergétique et une question sur ce que doit être le comportement du ministère de l'Intérieur face à un certain nombre de groupes dont les comportements posent problème. Comme il s'avère que j'ai été quelques mois ministre de l'Intérieur, j'ai quelques souvenirs de la manière dont j'ai eu à réagir lorsque les manifestations se sont déroulées qui portaient atteinte aux principes fondamentaux de la République. Et j'ai aussi un souvenir très précis de la manière dont les acteurs du paysage politique se sont positionnés lorsque j'ai pris des dispositions. Ça a été le cas une seule fois en juillet 2014, visant à interdire des manifestations. En juillet 2014, il y avait des manifestations qui étaient organisées en raison de la situation en Israël et en Palestine.
et qui étaient des manifestations qui étaient extraordinairement critiques, à juste titre, à l'égard de la position d'Israël et de sa politique. Mais à ce moment-là, dans ces manifestations, sont apparus des slogans et des drapeaux sur lesquels était inscrit « Mort aux Juifs ». Et l'antisémitisme n'est pas un droit. Ce n'est pas une revendication dont on peut se prévaloir dans une manifestation. C'est un délit. Et il doit être à ce titre combattu. Donc quand j'ai vu que des banderoles surgissaient dans des manifestations et que des slogans étaient prononcés qui renvoyaient aux pires heures qu'avait connues notre pays, j'ai pris la responsabilité d'interdire ces manifestations. J'ai été mis en cause par beaucoup d'acteurs attachés aux libertés au motif que j'avais, en prenant cette décision, remis en cause une liberté fondamentale qui était la liberté de manifester. En réalité, en prenant cette position, j'avais voulu envoyer le signal, parce que j'estimais que c'était mon rôle de ministre de l'Intérieur, que l'antisémitisme ne pouvait pas aujourd'hui, davantage qu'hier, avoir sa place dans les rues de notre pays. Je prends cet exemple pourquoi ? Pour montrer toute la difficulté de trouver la juste position. Et pour moi, la juste position, c'est que ne peut pas être autorisé dans la République la diffusion de slogans, la diffusion de propos qui appellent à la haine, qui appellent au racisme, qui appellent à l'antisémitisme, qui appellent à la xénophobie, qui appellent à la remise en cause des principes de la République, parce que si nous acceptons cela, alors nous n'acceptons plus l'idée que la République puisse se défendre par le droit des pires maux qui pourraient l'atteindre. Voilà quel est le principe. Alors, une fois que vous avez énoncé le principe, vous pourriez vous dire le principe est clair, par conséquent la décision sera acceptée, c'est pas vrai. Toute décision que vous prenez en vertu de ce principe est contestée. Elle est contestée par ceux qui estimaient qu'ils étaient légitimes à manifester. Et ceux qui estimaient qu'ils étaient légitimes à manifester et qui contestent votre décision peuvent la contester devant la juge administrative qui peut casser votre décision. C'est l'état de droit. L'idée que par la disposition des choses, le pouvoir arrête toujours le pouvoir, qu'il y a toujours un juge qui peut à un moment donné remettre en cause une décision prise par l'exécutif parce qu'il estime qu'il n'y a pas de proportionnalité entre la décision prise et le but qu'elle pouvait atteindre, ce sont des principes juridiques, ce sont des principes de droit qui garantissent que jamais rien ne se produira sans contrôle, sans intervention, qui permettrait à la République de perdre ses principes et ses valeurs. Je ne connais aucune autre solution que la clarté des principes qu'on énonce, le contrôle juridictionnel s'exerçant sur ces principes et la possibilité pour le législateur de les rappeler à travers des lois en conformité avec la Constitution lorsque l'essentiel est en jeu. Je ne peux rien vous dire d'autre. Pour ce qui concerne la loi sur la les forfaits pour la transition énergétique, bon, il s'avère que j'ai été, je crois que vous le savez, vous en avez été informé, ministre de François Hollande. Et donc, je sais qu'il y a des modes qu'on peut tout à fait considérer que, dès lors qu'un temps a passé, que les critiques sont exprimées, tout ce qui a été fait par ceux dont on a été le ministre a vocation à être critiqué pour être sûr que soi-même on sera dans l'air du temps. Je ne sais pas du tout mon caractère. J'ai participé à une action, j'en suis comptable, et par conséquent, lorsque cette action est jugée, il m'arrive d'en critiquer le contenu lorsque j'ai des désaccords, mais je n'aime pas qu'on puisse laisser à penser que sur un certain nombre de questions, rien n'a été fait. Alors, sur la transition écologique, il y a quand même une conférence sur le climat. Cette conférence sur le climat, elle aboutit à l'accord de Paris en novembre 2015. Cet accord a été considéré par l'ensemble de la communauté internationale, et il est encore d'ailleurs considéré comme tel, comme l'accord de référence définissant des objectifs vers lesquels il fallait converger pour faire en sorte que la transition écologique et que la lutte contre le réchauffement climatique fassent l'objet d'une mobilisation qui soit à la hauteur des enjeux. Quel est le gouvernement qui avait obtenu ces résultats et quel est le gouvernement d'autres pays que le nôtre qui l'ait obtenu depuis que la COP21 a eu lieu ? La loi sur la biodiversité était une loi extrêmement importante, elle a été votée pendant ce quinquennat. L'engagement des appels à mobilisation d'intérêt pour créer des champs d'éoliennes offshore
et la création, y compris dans ma ville, celle dont j'étais maire, d'usines destinées à construire ces éoliennes offshore, 700 emplois à Cherbourg, cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu une impulsion. Donc, que l'on puisse dire, il y avait un texte sur la transition écologique, il y avait un gouvernement qui avait, du fait des institutions que vous semblez aimer, une capacité d'agir et rien n'a été fait. Non. Sans doute, tout n'a pas été fait de ce qui pourrait correspondre à notre ambition, mais tout ce dont je viens de parler a été fait. Et si nous n'avions pas eu les moyens d'agir, nous n'aurions pas pu le faire, ni sur le plan de la COP21, ni sur la loi sur la biodiversité, ni sur la transition écologique. Et j'essaie de répondre systématiquement avec le plus de précision possible. Pourquoi ? Parce que notre pays n'est pas un pays dans lequel les gouvernements, quels qu'ils soient, ne font rien dans le désintérêt absolu des Français et dans le mépris absolu de leurs préoccupations. Les choses sont plus compliquées que cela. C'est difficile de gouverner un pays comme le nôtre. C'est difficile de le gouverner non pas en raison de ce qu'est l'âme de son peuple, mais en raison de toutes les contraintes auxquelles un gouvernement est confronté, qui résultent de la situation internationale, de l'opposition des puissances de l'argent, des conflits qui peuvent surgir au sein d'une société qui ne sont pas toujours illégitimes, des aspirations d'une société civile dans un contexte où nous nous battions, ma génération, pour que le monde soit meilleur, et où la génération nouvelle se bat pour que la vie soit possible. Ça n'a rien à voir. C'est très différent comme nature de combat. Et par conséquent, tout ça doit être préempté par les gouvernements comme autant de contraintes auxquelles ils doivent faire face. Et donc, quand je porte désormais un regard sur l'action d'un gouvernement, peut-être parce qu'il m'est arrivé de participer à l'un d'entre eux, y compris lorsque je suis en désaccord avec la politique de ce gouvernement, j'essaie d'émettre un jugement qui soit le plus juste possible et qui soit le moins inspiré par des considérations politico-politiciennes, parce que j'ai vu à quel point les postures politiques et politiciennes peuvent contribuer à ruiner la confiance. Et que si l'on est soucieux de la confiance de la démocratie et de la légitimité de l'action des gouvernements dans une relation apaisée avec les citoyens, il ne faut pas, sous prétexte qu'on est dans l'opposition, contribuer à détruire la confiance, à détruire le lien social, à détruire le vivre ensemble, au motif qu'on pourrait en tirer un bénéfice politique. Donc, si nous n'essayons pas d'instaurer cette culture collective, notre démocratie sera encore longtemps sous tension. Et comme elle est déjà sous une tension extrême, il faut faire attention qu'elle ne bascule pas vers autre chose. Et je dis ça à Antoine parce que, moi bien entendu, je suis mobilisé essentiellement, fondamentalement, exclusivement contre l'extrême droite. Mon objectif, c'est d'éviter que l'extrême droite n'arrive au pouvoir. Mais si je suis si critique à l'égard d'une certaine gauche, c'est parce que je pense que la désinhibition d'un certain nombre de comportements auxquels elle conduit par l'irresponsabilité de son discours et l'outrance de ses propos est parfois de nature à favoriser le travail de l'extrême droite, à lui donner une image de respectabilité qu'elle ne mérite pas d'avoir, à avoir un comportement, quand je vois qu'aujourd'hui l'extrême droite, dont je suis convaincu qu'elle n'a pas changé de nature, tout d'un coup apparaît comme étant infiniment respectable parce que le comportement d'autres à l'Assemblée nationale est infiniment irresponsable. Ça me fait beaucoup de mal parce que je ne veux pas que l'extrême droite gagne, mais ça me fait beaucoup de mal aussi parce qu'il me serait encore plus insupportable qu'elle gagne grâce à l'irresponsabilité d'une partie de la gauche. Donc ça doit être dit si on est soucieux de ne pas voir l'extrême droite gagner. Parce que ne pas le dire, c'est ne pas mettre tout en œuvre pour éviter qu'elle gagne. Et il faut avoir le courage de le dire, ça. Parce que ça m'apparaît, peut-être est-ce que je me trompe, peut-être est-ce que je commets une erreur en disant ça, mais ça m'apparaît comme étant un élément du danger. Donc il faut l'exprimer clairement. Nous allons maintenant passer la parole à Georges Sérignac, au grand maître du Grand Orient de France. Oui, simplement pour quelques mots très, très rapides de conclusion, comme c'est notre usage. Alors évidemment, merci Monsieur Bristiel, merci Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve, d'abord pour votre présence parmi nous ce soir. C'est toujours un grand honneur que de recevoir un homme d'État.
et également de pouvoir l'écouter aussi bien sur son analyse que aussi sur les quelques pistes qu'il présente pour notre pays. Alors on a donc commencé cette soirée autour de la crise démocratique que nous connaissons tous évidemment, mais crise démocratique qui s'accompagne d'une crise sociale, d'une crise territoriale, d'une crise culturelle, même d'une crise générationnelle. On voit tout ça, il y a des disparités, des inégalités, et qui s'expliquent probablement aussi, qui expliquent cette période particulièrement difficile que nous connaissons, période de mutation, d'incertitude par rapport au futur, évidemment sur le plan écologique, sur le plan même de la survie de l'humanité, mais aussi de ce que deviennent nos sociétés avec cette civilisation numérique et ces technologies qui nous dépassent, qui nous surpassent, où on ne mesure pas ce que sera même les prochaines années, les prochains mois, avec des choses magnifiques concernant les progrès de la médecine, mais aussi des choses terriblement inquiétantes avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme, qui nous font tous collectivement être dans une inquiétude, dans un désarroi que personne ne peut ignorer. Et c'est la question que nous posions donc ce soir. Cette inquiétude, ce désarroi conduit souvent au besoin de verticalité, vous l'avez rappelé, et donc à des dérives autoritaires, des dérives même totalitaires, qui font se perdre la République, notre République, la République que nous chérissons. Et c'est vrai que nous sentons tous cette espèce de montée inexorable, à la fois de l'extrême droite, mais aussi de l'extrémisme dans les prises de position, de la violence qui se manifeste aussi bien sur un plan physique, évidemment, on le voit presque chaque semaine depuis plusieurs années, violence des manifestants, mais aussi violence de la réponse de l'État, également violence dans les mots, dans les prises de parole. On a vu le spectacle de l'Assemblée, même si l'Assemblée a toujours été un lieu d'invective. On voit des grands débats dans les archives, mais aujourd'hui, peut-être d'une autre façon, avec presque une théorisation du chaos qui pour nous trouble beaucoup sur aujourd'hui qui est vraiment républicain dans notre pays. Et donc, à partir de ce constat, de cette inquiétude même face à cette montée, je crois que les éléments que vous nous avez livrés le rappellent à de très grandes références pour nous. Pas vraiment le général de Gaulle, qui n'était pas vraiment pour nous l'archétype de l'idée maçonnique, aussi bien par son histoire, même si c'est lui qui a rétabli quand même la franc-maçonnerie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été pourchassée, décapitée, évidemment interdite par le gouvernement scélérat du maréchal Pétain. Mais même s'il avait remis la franc-maçonnerie tout de suite, parce qu'il savait que c'était un indicateur de démocratie important, lui-même, dans son histoire, n'était pas vraiment l'incarnation de l'idée maçonnique. Et c'est vrai que le rappel qui a été fait concernant les lois de Bray est pour nous une plaie qui n'est pas cicatrisable, pour des raisons qu'il n'est pas utile de développer maintenant. En revanche, évidemment, la référence à Pierre Mendès France nous parle beaucoup plus. Pierre Mendès France qui était un franc-maçon du Grand Orient de France, qu'il a été, qu'il n'a plus été ensuite pour les mêmes raisons qui font qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les bisbilles qui lui ont été demandées pour le rétablir dans sa fonction de franc-maçon ont fait qu'il a préféré ne pas revenir au Grand Orient de France. Il n'empêche que dans l'idée maçonnique, l'image de Pierre Mendès France représente vraiment ce qui pour nous est la République et cette idée d'humanisme, de profonde générosité, d'attention à l'autre, vous l'avez dit, et c'est un terme auquel nous sommes, nous, particulièrement sensibles. Chaque être humain a un sens pour un autre être humain. C'est ça, l'attention à l'autre, l'attention aux plus faibles, l'attention aux plus vulnérables, l'attention à l'opprimé. Et c'est ça aussi que représente, je crois, cette indissociabilité entre la République et le Grand Orient de France. L'histoire le montre d'ailleurs dans la construction de la République à quel point le Grand Orient de France en a été indissociable
tout au long, surtout de la seconde moitié du XIXe siècle. Et cette force des idées qui, je crois, vous avez rappelé, qui est tout à fait indispensable aujourd'hui, eh bien nous, à notre modeste mesure, les francs-maçons et les francs-maçonnes du Grand Orient de France, bien sûr, ne failliront pas, je crois, aujourd'hui, dans les mois et dans les années qui viennent, pour défendre cette République qui, aujourd'hui, a certainement vraiment besoin d'être défendue, pour toutes les raisons que nous avons dites ce soir. Mais nous croyons en l'idée maçonnique, nous croyons en l'être humain, nous croyons en la force des idées. Mais en tout cas, nous ne désarmerons pas dans ce qui, je crois aujourd'hui, en tout cas pour les loges du Grand Orient de France, est un véritable combat. Voilà. Merci à tous. Bien, nous vous remercions d'avoir participé à cette soirée et donc nous vous souhaitons de revenir prochainement nous voir.